Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la loi de finances 2025. Nous allons aborder les premières mesures applicables aux grands groupes. Alors bien évidemment, la fiscalité pour vos grands groupes ne donne pas une définition du grand groupe. Nous allons donc commencer par un certain grand groupe. Clara, est-ce que tu veux nous parler de la contribution exceptionnelle et temporaire applicable aux 10 grands groupes? Absolument, Alice. Alors, un premier mot pour commencer, contrairement à ce qui était prévu avant Noël, cette contribution exceptionnelle et temporaire, elle va s'appliquer au titre d'un seul exercice. Le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Alors, je vous propose que par mesure de simplification, on raisonne pour l'ensemble des exemples qu'on va prendre avec une hypothèse d'un groupe ou d'entité qui clôture au 31/12. Donc, au cas d'espèce, ça veut dire que cette contribution exceptionnelle, elle ne sera due qu'au titre de l'exercice 2025. Mais vous allez le voir, on va regarder ce qui s'est passé en 2024, tant pour apprécier le seuil de chiffre d'affaires qui déclenche la contribution, que pour calculer la contribution. Alors, qui est concerné? C'est les très grandes entreprises ou les très grands groupes, puisque ça, c'était dans le texte initial, ce sera toujours un chiffre d'affaires d'un minimum de 1 milliard d'euros. Et ce seuil, on va l'apprécier au titre de l'année au cours duquel la contribution est due, mais aussi au titre de l'exercice précédent. Donc, notre exemple, en 2025 et 2024. Donc si par exemple, en 2024, j'ai un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros, mais qu'en 2025, je suis, mettons, à 850 millions d'euros, eh bien je serai quand même dans le champ. Clara, cette mesure est censée porter sur combien de groupes en France? Alors selon les estimations de Bercy, quelques 440 groupes seraient concernés, avec un rendement attendu de 7,8 milliards pour l'État. Alors je reviens à cette notion de chiffre d'affaires. Pour apprécier le seuil de 1 milliard, il faut garder 3 choses en tête. La première chose, c'est qu'on va l'apprécier purement au niveau français. Donc on ne va tenir compte que du chiffre d'affaires réalisé en France par le groupe ou de l'entité. Deuxième précision d'importance, en intégration fiscale, le seuil d'1 milliard, on va l'apprécier au niveau du groupe. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va agréger les chiffres d'affaires des différentes entités pour apprécier ce seuil de 1 milliard. Et puis dernier point, on va procéder à un ajustement pro rata temporis le cas échéant, si on est par exemple face à un exercice qui est inférieur à 12 mois. Ça, c'était pour le champ d'application. S'agissant de l'assiette, comme je vous le disais tout à l'heure, on va regarder ce qui s'est passé en 2024, puisque l'assiette de la contribution, elle va être calculée sur la moyenne de l'IS brut due au titre de 2024 et de 2025. Alors pour ce faire, on va partir des résultats imposables 2024 et 2025. On va calculer un impôt sur les sociétés brutes. Pourquoi je dis brut? Parce qu'on ne va pas tenir compte des éventuels crédits d'impôt, réductions d'impôt ou créances fiscales de toute nature. Et on va appliquer à cette assiette le taux d'IS soit de 25%, soit de 19%, soit le cas échéant de 10% si on a un IP Box. On ne va pas tenir compte à ce stade de la contribution additionnelle de 3,3%. Et alors, en revanche, quand tu dis que c'est un impôt brut, sur la base de calcul, on est en droit d'utiliser les déficits pour réduire la base imposable de calcul de l'IS, ou est-ce que, comme on n'a pas le droit d'imputer les crédits d'impôt, on n'a pas le droit non plus d'imputer les déficits? Alors on peut tout à fait imputer les déficits s'il y en a, puisqu'on part bien du résultat imposable, donc après prise en compte des déficits le cas échéant. S'agissant du taux de cette contribution, il va dépendre du chiffre d'affaires réalisé par l'entité ou par le groupe, là encore avec une appréciation sur 2025 et 2024. Donc le principe, c'est que si en 2024 et en 2025, je suis en dessous du seuil de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, alors j'aurai l'application du taux de 20,6%, ce qui nous donnera un taux effectif d'imposition d'environ 30,98%. En revanche, si au titre de 2024 ou 2025, je dépasse ne serait-ce qu'une fois le seuil de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, là, je vais me faire appliquer le taux plus fort de 41,2%, ce qui nous conduira à un taux effectif d'imposition d'environ 36,13%. Et alors, quand est-ce que cette contribution, donc qui ne s'applique que pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, quand est-ce que cette contribution va être payée? En même temps que l'IS? Alors théoriquement, il est prévu qu'elle soit payée au moment du paiement du solde de l'IS, mais un mécanisme d'acompte obligatoire est prévu, et c'est un acompte qui est très substantiel, puisque c'est 98% du montant de la contribution estimée. Et il va falloir le payer au moment du paiement du dernier acompte d'IS, donc toujours dans mon exemple d'une clôture au 31/12, je vais devoir payer avant le 15 décembre 2025. Ensuite, l'excédent éventuel sera restitué par l'administration dans les 30 jours, s'il y a lieu. Et à l'inverse, si je n'ai pas assez payé, je prends le risque de devoir payer une pénalité.
Alors je vais simplifier un peu, mais l'idée c'est qu'on va payer une pénalité si il s'avère que la différence entre le montant de la contribution effectivement due et ce que j'ai payé à titre d'acompte excède 20% et 1,2 million d'euros. Et alors, il faut savoir aussi que cette contribution exceptionnelle, je ne pourrai pas m'en acquitter au moyen d'un crédit d'impôt ou d'une créance fiscale. Et elle ne sera évidemment pas déductible des résultats imposables. D'accord. Donc passons déjà peut-être à un petit exemple, une illustration. Alors ça, c'est une première illustration qui n'est pas un exemple à proprement parler, mais on vous a proposé une vue d'ensemble des effets de cette contribution exceptionnelle sur les taux effectifs d'imposition en retenant plusieurs paramètres. Donc on tient évidemment compte du taux auquel la contribution va s'appliquer, 20,6% ou 41,2% selon qu'on excède 3 milliards en 2024 ou en 2025. Ça tient compte aussi du taux d'IS appliqué, taux d'IS standard de 25% ou le cas échéant 19% ou 10%. Ce que vous voyez en bleu, les chiffres en bleu, en fait, ça vous montre bien l'incidence de la contribution exceptionnelle en fonction des différents taux d'IS. Et puis, on a pris en compte aussi, évidemment, les incidences de la contribution additionnelle de 3,3%. Et donc, vous avez une vue sur les différents taux effectifs d'imposition qui sont susceptibles de découler de cette contribution nouvelle. Prenons un exemple peut-être. Prenons un exemple, tout à fait. Alors, on vous propose un exemple avec deux scénarios. Première étape, déterminer le taux applicable. Donc ça, je vous disais, pour déterminer le taux applicable, il faut que je regarde mon chiffre d'affaires. Là, on raisonne toujours avec une hypothèse de clôture au 31/12. Il faut que je regarde le chiffre d'affaires en 2024, en 2025. Dans le premier scénario, j'ai réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 1,5 milliard. Mais en 2025, ce chiffre d'affaires était de 3,5 milliards. Si vous m'avez bien suivi, c'est donc le taux de 41,2% qui va s'appliquer. Dans le deuxième exemple, en revanche, j'étais en dessous des radars, en dessous de 3 milliards au titre des 2 années. Donc je vais avoir le taux de 20,6%. Deuxième étape, déterminer l'assiette de la contribution. Donc comme je vous le disais, on va calculer un IS brut au titre de 2024 et de 2025, après imputation, encore une fois, des déficits le cas échéant. Et vous allez voir, ça c'est un point d'attention, la contribution est ainsi conçue que si par exemple, comme dans le premier scénario, j'étais bénéficiaire avec un résultat positif en 2024, mais en perte en 2025, eh bien, je vais quand même me retrouver à devoir acquitter cette contribution exceptionnelle sur la moitié de l'IS dû au titre de 2024. Donc, une fois qu'on a déterminé l'assiette, on applique le taux de la contribution et puis ça nous donne le montant de la contribution avec aussi, vous avez sur le slide, les taux effectifs qui en résultent. Donc on voit bien qu'en tout état de cause, en fonction du résultat et des chiffres d'affaires, on peut être amené à supporter cette nouvelle contribution. Mais heureusement, la bonne nouvelle par rapport au projet de loi de finances, c'est que sur un seul exercice. Absolument. Et non pas sur 2 exercices. Tout à fait. Merci Clara, c'est beaucoup plus clair sur cette nouvelle contribution. Un autre dispositif est prévu pour les grands groupes, alors pas exactement les mêmes grands groupes, mais des grands groupes quand même, sur certaines réductions de capital de certains grands groupes. Alors François, est-ce que tu veux bien nous éclairer un peu plus sur ce dispositif ? Absolument, c'est une taxe sur les réductions de capital qui résulte de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par certaines sociétés. C'est ça le titre de cette nouvelle taxe. Il ne s'agit pas d'une seule taxe, mais de 2 taxes en réalité. C'est déjà le premier élément qui est un peu déroutant. Une taxe qui s'appliquera en régime de croisière à compter du 1er mars 2025, et puis une taxe qui s'appliquera ou qui s'appliquerait dans le passé à compter du 1er mars 2024 jusqu'au 28 février 2025. On suivra d'ailleurs avec attention les contentieux qui pourraient naître de cette grande rétroactivité. C'est aussi une taxe qui est assez déroutante par son champ d'application. C'est un champ d'application qui est assez restreint, à la fois en ce qui concerne les transactions qui sont visées, tu le disais, et les entités qui sont concernées. Les transactions visées, c'est très précisément les rachats d'actions qui conduisent à une annulation et donc à une réduction de capital. Il ne s'agit pas de taxer les réductions de capital en général. Une réduction de capital par diminution de la valeur nominale des titres restera en dehors du champ d'application de la taxe. Une réduction de capital pour imputer des pertes restera elle aussi en dehors du champ d'application de la taxe. S'agissant des personnes concernées, parallèle avec la discussion qu'on vient d'avoir sur la contribution exceptionnelle, effectivement, ne sont visées que les très grandes entreprises. Et là encore, le critère qui est retenu, c'est un critère de chiffre d'affaires, 1 milliard d'euros. Mais à la différence de la contribution exceptionnelle, ce chiffre d'affaires n'est pas regardé aux bornes du groupe d'intégration fiscale, mais aux bornes du groupe consolidé, ce qui est assez... Enfin, c'est différent, voilà, c'est différent. Peut-être tu peux nous expliquer en fait quelles sont les modalités de calcul de la fameuse taxe ? Oui, absolument. Pas de ces fameuses taxes, parce que tu nous as dit qu'il y en avait 2. Absolument. Avant de rentrer dans ce mode de calcul, il faut tout de suite dire que c'est un rendement attendu qui est très faible.
près de 200 millions d'euros par an, a priori. Sans doute parce que justement le champ d'application est lui-même assez restreint. Et s'agissant du mode de calcul, il y a un taux qui est visiblement très élevé, 8%, mais une base qui, elle, est très faible. Et cette base, contrairement à d'autres taxes qui s'appliquent dans des pays comme les États-Unis, la base n'est pas le prix de rachat des actions, mais le montant de la réduction de capital, avec un petit travail qui est fait pour y inclure la réduction de capital, les primes, etc., qui sont liées au capital. Donc on voit bien que sur un rachat d'actions, par exemple, de 100 euros, potentiellement, la taxe ne pourrait frapper que la portion de ce rachat qui concerne le nominal des titres. Dans certains exemples, ça peut être 2 euros, donc 8% de 2 euros et non pas 8% de 100 euros. S'agissant de la taxe rétroactive, que j'appelle rétroactive, étonnamment, on a un mode de calcul qui parle lui aussi de la réduction de capital, mais qui soustrait à cette réduction de capital les augmentations de capital qui auraient eu lieu par création de nouveaux titres au cours de la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025. On comprend mal la raison de cette déduction, mais c'est ainsi. Est-ce que ça concerne exactement toutes les opérations de rachat de titres? Non, ça ne concerne pas toutes les opérations. Seules sont concernées celles qui sont considérées par le législateur comme étant des opérations suspectes. C'est vraiment les rachats d'actions qui ont pour objectif d'avoir un effet relutif pour l'actionnaire. Les rachats d'actions qui sont faits notamment pour les besoins de la mise en place de l'épargne salariale, ou qui sont réalisés pour des besoins de préparation de fusion ou de scission, ne sont pas concernés par la mesure. Donc avec cette arlésienne, parce que ça fait quand même 2 ou 3 projets de loi de finances qu'on parle de cette taxe sur la réduction de capital, qui à l'origine était beaucoup moins compliquée, mais qui avait un taux beaucoup plus réduit, puisque c'était plutôt aux alentours de 2%, très loin du mécanisme américain, qui lui est de 1%. Donc on va devoir jongler en fonction de la période, sur ces 2 taxes qui sont finalement un peu différentes l'une et l'autre. Absolument. Merci François. Donc nous étions sur un seuil de 1 milliard d'euros, 3 milliards d'euros avec l'ARA, et là nous allons baisser, puisque le seuil du grand groupe en question est différent, puisqu'il concerne les groupes qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros, sur une base que tu peux peut-être nous détailler un peu plus, François Guillaume, et qui était déjà dans la loi de finances de l'année dernière. En effet, on se souvient, Alice, que c'est la loi de finances pour 2024 qui avait transposé la directive européenne qui instaurait cette imposition minimale de 15% pour les groupes qui réalisaient un chiffre d'affaires consolidé annuel supérieur à 750 millions d'euros sur les 2 des 4 derniers exercices. La loi de finances pour 2024 avait pour cela introduit 3 mécanismes. Le premier, c'était la RIR, la règle d'inclusion du revenu. Le deuxième, c'est la QDMTT, cet impôt national complémentaire qualifié, les 2 étant applicables dès le 1er janvier 2024. Et le troisième mécanisme, c'est l'UTPR. C'est la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qui, elle, s'applique depuis le 1er janvier 2025. Alors, s'agissant de pilier 2, le millésime 2025 est plus modeste que ne l'était 2024, qui était effectivement une année historique, puisque la loi de finances, en fait, se limite à apporter quelques précisions, quelques aménagements. Quelle est la nature de ces aménagements? Ils sont techniques essentiellement. La loi de finances intègre en fait dans le droit français un certain nombre de dispositifs qui ont été introduits par l'OCDE. On sait que l'OCDE a une fréquence semestrielle, parfois trimestrielle, publie des administrative guidance, des orientations techniques. L'objet de la loi de finances, c'est de faire rentrer dans le droit français certaines de ces guidance. La dernière datée de janvier 2025, elle n'a pas été intégrée dans la loi de finances. Le tempo du législateur est plus modeste, moins soutenu que celui de l'OCDE, pas plus que n'est intégrée à la dernière loi de finances la guidance de juin 2024. Néanmoins, pas d'inquiétude sur ce sujet. On sait que ces éléments ont vocation à intégrer le droit français par l'intermédiaire d'une prochaine loi de finances, pourquoi pas rectificative vu le contexte politique et budgétaire en France, ou éventuellement d'un BOFIP. D'accord. Et donc, François Guillaume, dans le cadre de la loi de finances 2025, précisément, quels sont les apports en termes de définition? La loi de finances intègre plus précisément certaines définitions qui avaient été introduites dans les orientations de l'OCDE dont on a parlé, notamment la notion de crédit d'impôt transférable négociable ou non négociable, la définition d'entité non significative
pour des questions de taille ou de matérialité, et également la notion d'entité d'investissement d'assurance. Sur la substance, des précisions sont également apportées sur cette déduction fondée sur la substance. On se souvient que les groupes ont la possibilité, pour chaque entité constitutive dans un pays donné, de réduire de la base de l'impôt complémentaire à acquitter dans ce pays un revenu de substance qui correspond à 10% du montant des frais de personnel et 8% du montant des actifs corporels. Ces taux ayant vocation sur les 10 prochaines années à finir à 5% uniquement. Et donc en fait, la loi de finances pour 2025 apporte des précisions sur le pays d'allocation, sur la composante frais de personnel et sur la composante actifs corporels dans des situations un peu particulières. En revanche, la loi de finances ne revient pas sur les taux qui sont utilisés par la France pour ce revenu de substance. Les taux français sont en fait alignés sur ceux qui avaient été prévus par la directive européenne, qui diffèrent d'un an de ceux qui avaient été initialement prévus par l'OCDE. On conserve en fait ce décalage d'un an sur les taux. Alors donc la France avait choisi l'année dernière d'intégrer à son droit interne la QDMTT, qui n'était pas complètement QDMTT. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et puis surtout quel est l'apport de la loi de finances? Oui, alors s'agissant de la QDMTT, c'était des aménagements qui sont attendus, qui sont même bienvenus. La loi de finances pour 2025 en fait supprime le choix qui était laissé au groupe quant au référentiel comptable à utiliser comme point de départ du résultat globe et de l'impôt couvert pour le calcul de cette QDMTT. Désormais, il n'y a plus de choix possible. Le référentiel comptable qui doit être utilisé, c'est le référentiel comptable utilisé par l'entité mère ultime pour la préparation de ses états financiers consolidés. Donc c'est effectivement un aménagement bienvenu parce que ça garantit enfin que la QDMTT sera bien alignée, bien qualifiée au regard des standards de l'OCDE. Et alors par ailleurs, s'agissant de la QDMTT, la loi de finances introduit aussi des règles d'allocation. Par principe, la QDMTT ne serait due que par les entités constitutives du groupe qui ont un taux effectif d'imposition individuelle inférieur à 15%. Celles qui ont un TEI supérieur à 15% ne seraient pas redevables de cette QDMTT. Ça, c'est le principe, parce que la loi de finances prévoit également une exception selon laquelle une ou plusieurs entités constitutives pourraient être désignées redevables. Et il y a même dans cette situation l'instauration d'un principe de solidarité au paiement. Et puis aussi des règles spécifiques aux entités d'investissement et aux entités d'investissement d'assurance. Dans le cadre des règles pilier 2, on a le droit à des règles de simplification qui s'appliquent au titre des 3 premiers exercices. La première version adoptée par le droit français n'était pas forcément complètement en ligne avec les règles OCDE. Quel est donc l'apport de la loi de finances sur ce sujet? Oui, alors il y a effectivement des précisions qui sont apportées, toujours conformément, comme tu le disais, aux commentaires de l'OCDE, sur les états financiers à utiliser. D'abord, l'énonciation du principe selon lequel, sauf exception, les éventuelles écritures d'allocation du prix d'acquisition, s'il y en a au sein du groupe, ne doivent pas être prises en compte. Ensuite, le fait que les agrégats qui sont utilisés pour ces calculs des mesures de simplification temporaire CSHR ne doivent subir aucune correction. Et enfin, et c'est un point qui avait notamment été omis par le législateur de 2024, le fait que les moins-values latentes nettes de plus de 50 millions par pays doivent bien être neutralisées du résultat avant impôt pour les analyses des mesures de simplification temporaire. C'est toujours agréable en fait, quand on voit que le droit français s'aligne avec l'OCDE, c'est quand même plus pratique sur une problématique qui est mondiale. Est-ce qu'on a des actualités à court terme au titre de pilier 2 ? Alors, en pratique, la prochaine échéance pour les entités françaises interviendra avec le dépôt de l'alias fiscal 2024, puisqu'un nouvel imprimé a fait son apparition, dans lequel il faudra notamment compléter la mention de l'appartenance de l'entité à un groupe relevant du champ d'application de pilier 2, le nom de l'entité mère ultime, sa localisation, l'entité qui déposera la déclaration P2, la Globe Information Return. Donc pour les sociétés qui clôturent le 31 décembre, c'est une formalité qui devra intervenir au plus tard le 20 mai 2025. En tout état de cause, et ça c'est une bonne nouvelle qui était arrivée fin 2024 par l'intermédiaire d'un décret, il n'y aura pas de déclaration spécifique à faire pour la QDMTT française, dans la mesure où la déclaration QDMTT sera en fait déjà incluse dans la Globe Information Return, qui sera déposée en France ou ailleurs. Ça c'est une bonne nouvelle. Et puis peut-être la publication d'un BOFIP que nous attendons avec une impatience non dissimulée.
Absolument, nous l'attendions pour Noël et donc ce sera peut-être pour Pâques. Merci François Guillaume. Eh bien, nous vous remercions de toute votre attention sur la fiscalité donc applicable aux grands groupes et nous reparlerons d'autres fiscalités plus tard.